Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo dont le sujet a déjà été traité par d'autres chaînes, notamment catholiques ou encore à vulgarisation historique. Comme à mon habitude, lorsque j'aborde une thématique spécifique, je vous présente toujours quelques sources pour étayer mes arguments. Au préalable, je préfère vous fournir la définition de l'Inquisition en lien avec la vidéo. Comme vous le voyez dans la capture d'écran, parmi les multiples définitions, celle qui va retenir notre attention est celle de la ligne historique. Citation. Tribunal de L', Inquisition, Sainte Inquisition, juridiction instituée par l'Église catholique au début du XIIIe siècle dans divers pays d'Europe pour lutter contre les hérésies et la sorcellerie avec l'appui du bras séculier et qui connut un développement tout particulier en Espagne, ensemble des membres de cette juridiction, Inquisition espagnole, cachot de l'Inquisition. Bien entendu, l'Inquisition est un si vaste sujet que je me verrai contrainte de sélectionner une réflexion basée dans le titre de la vidéo, à savoir l'existence d'une légende noire. En effet, vous pouvez rencontrer à certaines périodes des tendances à noircir volontairement une institution, un régime politique ou encore des personnalités célèbres. Pour l'Inquisition, il est maintenant établi que des travaux d'historiens ont mis à la portée d'un vaste public une rectification d'un imaginaire collectif, souvent faussement glauque, qui s'éloigne de faits réels. Nous pouvons par exemple citer les écrits de l'historien Didier Le Fur, qui mentionne dans son ouvrage L'Inquisition, citation, « En France, ce fut Étienne Léon de la Motte-Langon qui esquissa les traits de cette institution jugée barbare. Ce Toulousain, nommé sous-préfet de Toulouse en 1811, avait poursuivi sa carrière sous la Restauration. Historien à ses heures et déjà auteur de plusieurs textes dont un sur la Dubarry et un autre sur Cambacérès, il publia en 1829 une histoire de l'Inquisition en France. Il affirmait avoir composé son ouvrage à partir de documents inédits, retrouvés dans les archives ecclésiastiques du diocèse de Toulouse, grâce à la permission spéciale de l'évêque du lieu, Hyacinthe Sermet. Outre la description de toute une série de crimes et de tortures, il avançait également de nombreux chiffres, citait quantité de noms de personnes, mais aussi des dates et des lieux. L'exposé semblait probant, et l'on y crut longtemps. L'anticléricalisme des auteurs de la fin du XIXe siècle permit d'entretenir une telle interprétation presque intacte. Et si certains catholiques à la même époque tentèrent de modérer ces propos par la publication d'ouvrages souvent érudits, ils n'allèrent jamais contre cette image et condamnèrent eux aussi la violence des inquisiteurs du Moyen-Âge. Les fantasmes de la torture alimentèrent également une littérature plus romanesque qui popularisa une multitude de clichés où cruauté, fanatisme et érotisme se mêlaient. Le XXe siècle conserva cet imaginaire nauséeux jusqu'à dans les années 1970, époque où les historiens tels que Norman Cohn et Richard Kierkegaard remirent totalement en question les propos tenus par La Motte-Langon et ses suiveurs. Grâce aux recherches de ces historiens, le texte de La Motte-Langon est aujourd'hui considéré comme une des plus grandes falsifications de l'histoire, puisque les dites archives n'ont jamais existé. Débarrassés de ces affirmations spécieuses et de ces a priori, on pouvait enfin retravailler sur la justice inquisitoriale au Moyen-Âge en France. Des travaux nouveaux ont été entrepris, apportant peu à peu, même si le sujet n'est plus guère en vogue, sauf lorsqu'il s'agit de la magie et des sorcières, des précisions importantes sur l'histoire de cette fameuse Inquisition. Après lecture des extraits de cet ouvrage, nous avons devant nous des hypothèses de pourquoi de nos jours la légende noire continue de se propager et de s'imposer. Je me permets de sélectionner 3 hypothèses. Premièrement, l'influence du troisième art sur les esprits, ainsi que de multiples supports médiatiques. Récemment, la série télévisée française de 2012, Inquisitio, reprend dans son intrigue principale des graves erreurs historiques, voire des calomnies sur Sainte Catherine de Sienne. Nous voyons que des séries ou films usent de telles libertés dans la fiction qu'il nous est pratiquement impossible de faire la différence entre le vrai et le faux, notamment pour un public n'étant pas familiarisé avec le milieu de la recherche historique. Car je suis désolée, mais le troisième art ne doit pas, sous prétexte de liberté artistique, avoir le droit absolu de créer une œuvre remplie de mensonges et de faussetés avérées sans que cela soit dénoncé, car j'estime que chaque personne
a droit à une certaine vérité et exactitude concernant le fonctionnement de l'Inquisition et même d'autres périodes anciennes qui n'ont pas de rapport avec la vie du Moyen-Âge. La deuxième hypothèse concerne l'entretien de la légende noire par des historiens ou écrivains eux-mêmes, passés ou présents. Comme l'historien Didier Le Fur le signale dans les extraits que j'ai lus précédemment, à part le faussaire Étienne de la Motte-Langon qui a imaginé des condamnations fictives, nous avons également l'exemple de Jules Michelet qui, dans son livre La sorcière, reprend à son compte la Motte-Langon sur l'organisation inquisitoriale. Enfin, pour la troisième hypothèse, liée également à la deuxième, c'est le paradigme idéologique qui est défendu et véhiculé, donc un certain parti pris de montrer l'Inquisition sous un jour atroce, servant de repoussoir. Car autant les historiens sont tenus à respecter des règles de restituer un contenu le plus fidèle au contexte historique, mais malheureusement nous n'avons pas toujours des exemples d'historiens de cette nature. Par ce fait, la légende noire est susceptible, encore aujourd'hui, d'être nourrie par des institutions ou groupes de militants politiques, comme les partisans d'une laïcité hostile à la religion catholique, puisque c'est dans leur intérêt de propager une idéologie qui serait considérée comme infiniment supérieure à la vision de la chrétienté enracinée dans des principes immuables et divins. Pour conclure, et peut-être ce sera la partie la plus controversée de cette vidéo, j'ouvre cette question de la légitimité de l'Inquisition dans une société catholique. Pour moi, j'ai déjà la réponse, à savoir que oui, si la situation réclamerait par exemple la mise en place de moyens pour lutter contre une hérésie qui menacerait une nation tout entière. Je préfère également préciser qu'il a existé, et je le reconnais volontiers, des inquisiteurs ayant abusé de leur position pour avoir imposé des sanctions ou condamnations iniques, selon le droit de cette même Inquisition. Il ne s'agit pas pour moi de nier des injustices incontestables ou de défendre aveuglément les inquisiteurs comme étant irréprochables, car l'application d'une inquisition n'est possible, par exemple, que dans une société qui base sa morale sur la source des évangiles, sinon cela n'a pas de sens. Puisqu'une société qui considère dans son paradigme la réalité d'une vie après la mort, l'hérésie devient une préoccupation à la fois spirituelle et politique, et qui peut permettre ou non aux âmes d'avoir accès à la vie éternelle. Parmi ceux et celles qui estiment que l'Inquisition est indigne et barbare parce qu'elle émane de l'Église catholique, je vais établir une comparaison avec une société non régie par des lois religieuses. Prenez par exemple un pouvoir politique qu'il soit fondé sur une religion ou non, peut être amené à appliquer des condamnations ou peines diverses s'il estime que certains principes fondamentaux sont remis en cause par une idéologie concurrente ou dissidente à la sienne. Vous pouvez même avoir une approbation générale de beaucoup de citoyens d'appliquer des condamnations ou sanctions contre d'autres citoyens qui rentreraient en opposition avec les valeurs dominantes de leur régime politique, quel que soit d'ailleurs le temps ou le lieu où cela se produit. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie par avance de liker et de partager en réagissant dans l'espace commentaire. À bientôt pour de prochaines vidéos. Soyez bénis. Au revoir.